Salut les disciples de la boxe, c'est Jean-Charles, et vous êtes partis aujourd'hui pour une vidéo qui va durer quasiment 1 heure, où je vais vous présenter 10 boxeurs. Alors comment j'ai fait pour choisir ces boxeurs-là? Dans un premier temps, j'ai pris les 5 boxeurs pour lesquels je vous avais fait voter. Bon, sans surprise, c'est Floyd Mayweather qui a gagné, bon, c'est le plus connu en même temps, donc ça m'étonne pas trop. C'est vrai que sa victoire elle est écrasante, mais on en reparlera dans la vidéo. De ce sondage, j'ai eu des commentaires. Et dans les commentaires, j'ai ressorti 5 boxeurs. Il y a eu 5 noms qui sont ressortis. Et pour chacun de ces boxeurs, j'ai fait des recherches. Je suis allé voir la décennie qu'ils ont faite. Je vais donc vous présenter tous ces boxeurs, et à la fin, je vous donnerai mon choix. Je dois vous avouer que quand j'ai eu l'idée de faire cette vidéo, j'avais déjà choisi Manny Pacquiao. C'était sûr pour moi, c'était lui le boxeur de la décennie. Pour les raisons que je vais citer dans la vidéo. Mais à la fin, j'ai changé d'avis. On commence tout de suite avec Deontay Wilder. Non, je déconne, il n'est pas dans le classement. Andre Ward, à qui vous avez donné seulement 2%. Alors, le commentaire que j'ai trouvé pour Andre Ward, c'est Fabien qui nous dit « Andre Ward, très sous-estimé, sans aucun argument en plus. » Alors moi, des arguments, je vais vous en donner parce que franchement, pour lui, il y en a et il y en a des très très bons. Andre Ward, sur la décennie, c'est 11 combats, 11 victoires, 3 par KO. Il faut savoir que dans les années 2010-2011, il a participé au tournoi qui s'appelait le Super 6 World Boxing Classic. Donc ça réunissait tous les meilleurs combattants de la catégorie des super moyens. Et en 2011, il accède à la finale où il bat Carl Froch. À ce moment-là, en 2011, il va être élu boxeur de l'année. Il va unifier les titres WBA et WBC. Il va encore faire des combats intéressants, c'est vrai, mais il va avoir des petits soucis dans sa vie perso et professionnelle, et du coup, il va se retirer de la boxe. Donc 2013-2014, il va quitter la boxe, et c'est en 2015 qu'il va faire son retour. Il va affronter Paul Smith. En fait, à ce moment-là, il rentre dans une nouvelle catégorie. Il va monter les échelons en affrontant des noms qui sont bien classés, notamment Paul Smith, Sullivan Barrera, et enfin, il va prendre le titre WBO contre Alexander Brand. Donc il devient champion dans une nouvelle catégorie, les mi-lourds. Mais le combat marquant, c'est encore en 2016, c'est quand il va affronter Sergey Kovalev et qui va unifier les ceintures WBA, IBF et WBO. Même si c'est un combat qui est controversé, il va avoir la revanche où il va gagner par KO. Dans les plus, donc je vais toujours finir avec les plus et les moins. Dans les plus, je dirais unification des ceintures, champion dans 2 catégories différentes, il est boxeur de l'année en 2011, et en plus, il bat un boxeur de l'année dans la décennie, c'est Sergey Kovalev qui a été élu boxeur de l'année en 2014. Dans les moins, j'ai quelques petits regrets en termes d'affrontement. Il n'y a pas eu Bernard Hopkins. C'est vrai qu'au début des années 2010, ça aurait été intéressant, surtout qu'ils étaient plus ou moins sur les mêmes catés. Il y a eu Sergey Kovalev. Mon regret, c'est qu'il ne l'a pas affronté là où on l'estimait au top et qu'il y a eu un combat quand même très controversé qui a été le premier. Et enfin, Adonis Stevenson, qui était boxeur de l'année 2013. Donc vous voyez, en fait, cette catégorie-là, elle était super intéressante parce qu'on avait Andre Ward, boxeur de l'année 2011, Sergey Kovalev, boxeur de l'année 2014, et Adonis Stevenson, boxeur de l'année 2013. Et on n'a pas vu ces affrontements-là. Mais en même temps, je peux pas lui reprocher parce qu'il a quand même pris Sergey Kovalev, il l'a pris 2 fois, il a remporté les 2 combats, donc dans l'histoire, on retiendra ça. Et Adonis, je peux pas vraiment lui reprocher parce que je sais pas pourquoi ils sont pas affrontés. Donc voilà. Donc ça fait quand même un très très beau CV pour lui. Maintenant on passe à Vladimir Klitschko qui a obtenu 9% de vos votes. J'ai trouvé un commentaire pour lui aussi, donc qui nous dit « Ils le méritent tous, mais mon cœur va à Klitschko ». Pareil, il n'y a pas vraiment d'argument en plus, mais je vais vous les donner. Klitschko, donc sur ces années-là, c'est 13 combats, 11 victoires, 7 par KO et 2 défaites. Alors c'est vrai que Klitschko ça va aller assez vite, parce que en 2015 il va subir une défaite contre Tyson Fury et il va perdre ses titres. Et l'autre combat marquant, c'est 2017 contre Anthony Joshua où ils vont faire combat de l'année. Mais ce qui est important avec Klitschko, c'est son règne. Parce qu'au moment où il va tomber sur Tyson Fury, donc certes on est au milieu de la décennie, mais il a eu un règne qui est l'un des plus grands règnes de l'histoire des poids lourds. Donc je vais pas rapidement passer au plus et au moins. Donc je dirais unification des ceintures, WBA, WBO et IBF, donc une unification quasi totale. Il a participé à 2 événements marquants de la décennie, parce que quand il perd contre Tyson Fury, ça fait de Tyson Fury le boxeur de l'année en 2015.
Et le combat où il perd contre Anthony Joshua, c'est le combat de l'année 2017. Donc c'est deux événements extraordinaires, et pour faire un combat de l'année, il faut être deux champions, et sans sa défaite face à lui, Tyson Fury n'aurait pas été boxeur de l'année. Donc voilà, c'est pour ça que c'était quand même important de le citer dans les plus pour Klitschko, qui même si c'est deux défaites, ça fait partie pour moi de ses plus. Et dans les moins, il lui a manqué le titre WBC, et quand même, je suis obligé de le dire, il a régné sur la plus mauvaise période de la boxe poids lourd. Et ça, je le dis de manière totalement objective. C'est loin du fait que je suis pas fan du boxeur, il faut quand même reconnaître que la catégorie des lourds manquait d'adversité à ce moment-là. Il n'empêche qu'il a fait l'un des plus grands règnes. Maintenant, on passe à Saúl Canelo Alvarez, qui a obtenu 13% de vos votes. On commence par un commentaire qui nous dit « C'est compliqué de dire Floyd est le meilleur boxeur de la décennie, sachant qu'il n'a pas énormément combattu, comparé à Canelo, qui a beaucoup combattu dans différentes catégories. » Alors justement, Canelo, c'est 25 combats, 23 victoires, 14 par KO, une défaite et un nul sur la décennie. En 2011, Canelo, il affronte Matthew Hatton pour un titre WBC des poids super welter. Ensuite, 2013, Austin Trout pour une unification WBC et WBA. 2013 encore, là il va connaître sa première défaite contre Floyd Mayweather Jr. C'est vrai que c'est un point marquant et on le gardera pour la conclusion sur Canelo. 2014, il va prendre Erislandy Lara. Cette fois-ci, il va gagner. C'est une victoire qui reste controversée, mais c'est un élément très très marquant dans sa carrière parce que si il avait perdu contre Erislandy Lara, qui avait à peu près le même profil qu'un Mayweather et qui a combattu comme ça Canelo parce qu'il avait vu qu'il avait perdu comme ça contre Floyd Mayweather, je ne sais pas s'il aurait pu se relever de deux défaites d'affilée. Il n'empêche que c'est lui qui ressort gagnant de ce combat-là. On peut discuter ça. Et à partir de là, c'est un grand tournant pour lui. Donc 2015, il va affronter Miguel Cotto chez les poids moyens. Et il va devenir champion du monde dans une seconde catégorie. 2018, après un match nul contre Golovkin, il obtient sa revanche. Et là, il s'empare des titres WBC et WBA, pareil de la catégorie des poids moyens. En 2018 encore, il va combattre Fielding dans une catégorie supérieure, les super moyens, et il va prendre un titre donc dans une troisième catégorie. 2019, il affronte Daniel Jacobs, donc il redescend en moyen, et il unifie les titres WBC, WBA et IBF. La même année, il va remonter, cette fois-ci dans une catégorie encore au-dessus, et il va prendre un titre WBO dans une quatrième catégorie de poids, les mi-lourds. Alors, je vais passer au plus et au moins de Canelo. Donc les plus, il est boxeur de l'année 2019, il fait un combat de l'année en 2018 contre Golovkin, et il est champion du monde dans 4 catégories de poids différentes. Maintenant, je passe au moins. Donc, il y a eu aussi les unifications, bien sûr, comme j'ai pu vous le citer. Dans les moins, je dois relever le fait que c'est devenu un businessman, notamment sur le fait qu'il a évité Golovkin en 2015. Parce que quand il monte pour prendre Miguel Cotto, ce qu'il se passe à ce moment-là, c'est qu'il est champion des poids moyens, et qu'il aurait dû prendre des combattants chez les moyens, donc soit des challengers, soit affronter, qui c'est qui régnait à ce moment-là en maître sur la catégorie, c'était Golovkin. Et ce qu'il va faire, Canelo, c'est qu'il va laisser son titre, et il va redescendre dans la catégorie inférieure. Donc à ce moment-là, il a montré que, il avait bien appris de Floyd Mayweather. Un autre point que je suis obligé de mettre dans les moins, c'est clenbuterol. C'est clenbuterol parce que, il faut pas l'oublier, que si, après son match nul contre Golovkin, ils n'ont pas pu faire le rematch parce que il a été pris au contrôle antidopage. Et ça a retardé, ça a fait même une suspension pour Canelo. Et elle entache carrément cette décennie. Mais pire, c'est la défaite contre Floyd qui entache son parcours. Parce que le clenbuterol, les suspicions de dopage, on a tendance à les oublier en comparaison à la défaite contre Floyd, qu'on me ressort à chaque fois qu'on parle de Canelo et de Floyd. C'est fou, ce combat est un combat référence pour les deux boxeurs, pour la boxe et pour cette décennie. Et donc ça fait forcément partie de ces moins parce que qui a pris une trempe à ce moment-là, c'est Canelo. On passe à Manny Pacquiao maintenant, qui a obtenu 16% de vos votes. Alors, premier commentaire qui nous dit « Manny Pacquiao est pour moi le boxeur de cette décennie. N'oublions pas qu'il a été un des seuls sacrés champions dans 8 catégories différentes et qu'il en est à 62 victoires pour
cette défaite. C'est énorme. Je trouve qu'il est très sous-estimé par rapport à ce qu'il a fait en rapport à Canelo ou Floyd. Malgré ses 41 ans, il est toujours sur le ring et a su revenir plus fort après ses défaites. C'est un vrai champion. Alors justement, Manny, on va en parler parce que pour moi, c'était lui le combattant de la décennie. J'ai bien dit c'était parce que j'ai changé d'avis. Donc c'est 16 combats, 12 victoires, une seule par KO et 4 défaites. Alors je voudrais revenir sur ce une seule par KO. Manny est connu pour être un boxeur quand même destructeur qui a signé des KO retentissants. Et sur cette décennie, il a obtenu un seul KO. Ça en dit long sur le fait que, l'âge les gars, et qu'il est face à des adversaires qui sont solides. Bref, je vais pas m'attarder là-dessus. En 2010, il est champion WBO. Il va enchaîner Joshua Clottey, Antonio Margarito, Sean Mosley, Juan Manuel Marquez. Et c'est en 2012 qu'il va connaître une défaite contre Timothy Bradley. Et il va perdre son titre WBO. La même année, donc après cette défaite, qui c'est qu'il va aller affronter? Juan Manuel Marquez. Et là, il va prendre un KO retentissant. Un KO que personne qui suit la boxe dans ces années-là ne pourra oublier. C'est l'un des KO les plus marquants de cette décennie et peut-être même de l'histoire de la boxe. Il va revenir, il va affronter Brandon Rios, Timothy Bradley, sur qui il va prendre sa revanche, Chris Algieri. Donc, il va redevenir champion WBO, face à Timothy Bradley justement, des poids welter. Et ça se passe en 2014. Et en 2015, arrive enfin le combat contre Floyd Mayweather. Donc c'est l'événement de l'année. Et là, il va perdre pour les titres WBO, WBC et WBA. Suite à ça, Pacquiao va revenir encore. Il va affronter Jesse Vargas. Il va redevenir champion WBO des poids welter. Et 2017, donc ça c'était 2016 contre Vargas, et 2017, il va perdre contre Jeff Horn, le titre WBO, justement. Mais c'est pas fini. Pacquiao va revenir. 2018, donc l'année d'après, il affronte Lucas Martin Matthysse. Il redevient champion de WBA World, mais je suis obligé de le citer parce que comme on a accordé le titre dans la 3e catégorie, qui était les super moyens pour Canelo, et c'était aussi un titre World, je dois citer le titre World de Manny Pacquiao. Mais Manny Pacquiao, il va transformer l'essai, comme on pourrait dire en rugby, car il va prendre Keith Thurman en 2019, et là il va devenir champion du monde WBA des Walter, le champion Super World. Alors, dans les plus et les moins. Dans les plus, il est toujours revenu après ses défaites. Comme vous avez pu le voir, il perd un titre, il revient. Il perd, il revient. Et contre des noms en plus. Champion dans l'une des plus belles catégories aujourd'hui. Et à 41 ans. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est le plus vieux champion du monde de l'histoire des poids welter. Et les poids welter, si vous devez me citer 3 catégories aujourd'hui, vous estimez qu'il y a le meilleur niveau, vous me citez forcément les poids welter. Et ben Manny, il est champion dans cette catégorie-là. Et le plus vieux champion de l'histoire. Et il est champion dans 8 catégories de poids différentes. C'est un record, ça n'a jamais été fait. Donc 2e record déjà. Alors même si il n'a pas battu ce record-là sur cette décennie, il n'empêche que c'est un record extraordinaire et qu'il est encore en activité. Il faut savoir que Manny, il vient quand même des poids mouches, c'est-à-dire que des moins de 50,8 kg. C'est incroyable. Mettez-vous bien ça dans le crâne, c'est incroyable. Alors les moins, il y a cette année 2012. Cette année 2012, elle fait partie des moins pour Manny parce que elle est terrible. Elle est terrible et forcément, elle entache sa décennie. Et puis sa défaite contre Floyd, parce que même si c'est un combat qui certes a été décevant, Floyd, il est un repère pour tous les boxeurs dans leur carrière. On va jauger un petit peu au combat contre Floyd. Comme il est considéré comme le meilleur pour certains de tous les temps, c'est un repère. Quel est son combat contre Floyd et comment il a géré le combat contre Floyd? Il faut dire que ce combat-là, il n'a pas été brillant. Passons donc à Floyd Mayweather Jr. Vous avez voté pour lui à 60%. C'est énorme, c'est une victoire écrasante. On va prendre les commentaires qui vont dans son sens dans un premier temps. Donc, le premier commentaire, le boxeur de la décennie, c'est Mayweather. Le gars a battu en seulement 5 ans Sean Mosley, Victor Ortiz, Miguel Cotto, Canelo, Maidana, Pacquiao et Berto. Franchement, il les a tous pris, il les a tous tapés, donc c'est largement lui. Je rajoute le commentaire suivant. Pour moi, c'est nécessairement Floyd, à moins que
qu'on le mette dans la décennie précédente. Mais ça serait illogique, car il termine sa carrière sur cette décennie avec 9 victoires, 0 défaites contre des très gros boxeurs, Mosley, Ortiz, Cotto, Alvarez, Maidana et Pac. Maintenant, je vais donner 2 commentaires qui vont contre Floyd, avant de vous donner le palmarès de Floyd. Mébrisé qui nous dit « Mayweather, il n'a boxé que 10 fois entre 2010 et 2019, ce qui est quand même pas mal, hein, Mébrisé, et il a pris sa retraite sportive en 2015. Alors que la décennie qui n'était entamée qu'à moitié, il est sorti de sa retraite seulement pour affronter un combattant MMA qui n'a jamais fait de boxe pro dans un match gala pour l'argent. Et sans parler du fameux match contre Pacquiao qui a déçu tout le monde. Arrivé avec plusieurs années de retard, Floyd a eu une carrière bien plus alléchante entre 2000 et 2009. Je rajoute le commentaire de Rakam le Rouge, avec qui je suis vraiment d'accord, mais je vais appuyer ça plus tard. Pacquiao pour moi. Mayweather était extraordinaire et peut-être plus performant, mais entre toutes ces fausses retraites d'un côté et les guerres que Manny a faites de l'autre, mon cœur va vers le Philippin. Pac-Man ne s'est jamais arrêté et continue d'affronter les mecs du top 10 à 40 ans passés. Il a même pris la vraie ceinture WBA à Thurman en juillet dernier. Pour moi, ça fait basculer la balance en sa faveur. Je vais vous dire, franchement, ce commentaire-là, il en dit long sur ce que je pense de la boxe en général. Parce que oui, les chiffres, c'est bien, mais il y a aussi les émotions que me donne un boxeur sur le ring. Et comme il le dit bien, avec Manny Pacquiao, franchement, les émotions, on en a eu pour tous les coups. Mais bref, on va revenir sur la carrière de Floyd Mayweather Jr. maintenant. Sur cette décennie notamment. Donc c'est 10 combats, 10 victoires, 2 par KO. Mayweather, en 2010, il affronte Sean Mosley. Même si Mosley il est plus à son top, c'est quand même un nom. Ensuite, il va enchaîner avec Victor Ortiz, contre qui il va redevenir champion WBC des Walter. Suite à ça, 2012, il monte dans une catégorie supérieure, les Super Walter, pour affronter Miguel Cotto et devient champion du monde WBA. En 2013, il va redescendre pour affronter Robert Guerrero et récupérer le titre WBC. La même année, il remonte en Super Walter pour unifier les ceintures WBC et WBA contre Canelo. À Canelo, il va lui donner une sacrée leçon. Un Canelo qui était un peu jeune, c'est vrai, mais quand même, c'est un combat qui est référence encore aujourd'hui, comme j'ai pu vous le dire précédemment. En 2014, il va faire 2 combats contre Marcos Maidana, qui sont des combats très très serrés, donc c'est pour ça d'ailleurs qu'il va le reprendre une seconde fois pour la ceinture, chez les poids Walter, ou pour les ceintures WBC, WBA. 2015, il affronte Manny Pacquiao. Il unifie les ceintures WBO, WBC et WBA. Même si c'est un combat qui restera décevant, il unifie toutes ses ceintures, donc en termes de palmarès, c'est un combat marquant. Il annonce un dernier combat contre André Berto. C'est un moment très émouvant. Pour ceux qui l'ont vécu en direct, c'était quelque chose d'émouvant. Alors même si le choix d'adversaire il est discutable, moi à cette époque-là je faisais déjà des vidéos, je vous invite à aller voir ça parce que j'étais assez remonté contre Mayweather pour ses combats contre Berto. Et donc il finit contre Berto, fin de carrière, rideau, au revoir Mayweather, qui se retire avec un palmarès incroyable et il égalise le record de Rocky Marciano en se retirant invaincu avec 49 victoires. Floyd Mayweather était censé avoir quitté le monde de la boxe, mais il va revenir en 2017 pour un événement car il affronte le champion du MMA, Conor McGregor. Avec ce combat, il fait éclater tous les records. Je vous parle pas du combat qu'il va faire contre le petit japonais parce que pour moi c'est hors de propos. Mais je parle du combat contre Conor McGregor parce que ça fait de Mayweather le 50-0 et Mayweather à ce moment-là devient une marque, une enseigne. Les plus, champion dans 5 catégories de poids différentes. Alors les 5 catégories, bien sûr il les a pas passées dans la décennie, je vous ai dit ce qu'il avait fait dans la décennie. Mais, il n'empêche, très peu de boxeurs peuvent se vanter d'avoir un tel palmarès, champion dans 5 catégories de poids différentes. Il vient des super plumes, donc moins de 58,9 kg. C'est un champion invaincu, il faut quand même le noter. Il a les plus gros records financiers de la boxe. Et oui, la boxe est aussi un business, le sport est un business, et Mayweather en est le patron, j'ai envie de dire. On peut dire que c'est le patron. La leçon qu'il met à Canelo. Et oui, je l'ai dit précédemment, mais quand même, c'est important. La victoire contre Manny, même si elle nous a déçus en tant que puristes de la boxe, ça a été un événement marquant. Ça a été le combat qui a cassé aussi tous les records de chiffres, de tout ce que tu veux. Et il a remporté ce combat-là. Donc sur le papier, Floyd,
sort comme le vainqueur de l'autre grand champion, parce que Manny, je vous rappelle que dans la décennie précédente, il est élu 3 fois boxeur de l'année. C'est extraordinaire. Et puis, champion dans 2 catégories différentes, et il fait plusieurs unifications de titres. Ce qui est marquant. Dans les moins, forcément les 5 ans d'inactivité. Je rejoins un petit peu les commentaires précédents. 5 ans d'inactivité sur une décennie, quand on veut élire le boxeur de la décennie, forcément, c'est pas bon. Le combat contre Conor McGregor, qui pour moi est une mascarade, une grande farce, et qui pourtant a fait de lui le 50-0, je le mets dans les moins, parce qu'il faut être objectif sur les chiffres qu'on donne. Et là, quand même, c'est mauvais. Et je rajouterais le manque de risque. Le manque de risque parce que quand on vient de parler d'un Manny Pacquiao, qui a connu des défaites terribles, qui est revenu, qui a affronté des grands noms dans sa carrière, alors oui, Floyd Mayweather a affronté des noms. C'est vrai, les noms qui ont été cités dans les commentaires, les noms que je vous ai cités quand j'ai retracé son parcours, c'est vrai qu'il a affronté des noms. Mais il n'empêche que, vous et moi, on le sait très bien, Mayweather est un grand tacticien. Alors ça fait partie de la tactique, c'est vrai, d'affronter les boxeurs au bon moment, mais on peut dire qu'il y a eu un petit manque de risque dans la carrière de Floyd, et donc ça enlève un petit peu à son panache. Bien sûr, c'est à relativiser avec tous les plus que je vous ai donnés. Maintenant, passons aux boxeurs qui sont ressortis des commentaires. J'ai ressorti Gennady Golovkin. Le seul commentaire que j'ai trouvé, c'est « Golovkin, il a terrorisé tout le monde, triple G ». Alors les arguments, suite à ce commentaire, je vais vous les donner. Golovkin, c'est 24 combats, 22 victoires, 20 par KO, une défaite, un nul. Franchement, rien que ces chiffres, ils sont impressionnants. 2010, Golovkin, il prend la ceinture WBA contre Julio Tapia, chez les poids moyens. Il prend la véritable ceinture, la Super World, contre Daniel Gale en 2014. 2015, il affronte David Lemieux pour une unification WBA et IBF. IBF, titre qu'il avait gagné le mieux contre Hassan N'Dam. 2016, il affronte Kell Brook. Alors c'est vrai que Kell Brook il vient des Walter, mais quand même, Triple G va ajouter un titre à son palmarès qui est le titre WBC. 2017, Golovkin va prendre Daniel Jacobs. Première fois que Golovkin est emmené au point. Mais il ressortira quand même vainqueur de ce combat-là. 2017, il fait son combat contre Alvarez. C'est un nul, donc il conserve ses ceintures. En 2018, il va faire une défense, c'est vrai, un peu facile contre Martirosyan, mais c'est parce que la date de son combat était déjà posée, c'était son combat retour contre Alvarez. Alvarez avait été chopé par la patrouille, donc Alvarez suspendu. Il a fallu qu'il trouve quelqu'un pour défendre ses ceintures, et il a mis Martirosyan, qui lui aussi était plus très actif et venait de catégorie inférieure. Bon, il n'empêche que ce qui en ressort, c'est qu'il va perdre son titre IBF. Alors, pas parce qu'il l'a perdu sur le ring, hein. Ça a été un KO dès le 2e round, il me semble. Mais l'IBF décide de lui retirer parce que, mauvais challenger à ce moment-là. 2018, il va faire son combat retour contre Alvarez, et cette fois-ci, il va perdre ses ceintures. En 2019, Golovkin redevient champion du monde contre Derevianchenko. Alors, c'est vrai que ce combat-là, il est controversé. Moi-même, j'avais estimé que Derevianchenko ressortait vainqueur. Il n'empêche que c'est un combat serré et que Golovkin est champion du monde aujourd'hui des IBF. Pour vous donner les plus et les moins, un ratio de KO extraordinaire, unification quasiment totale des ceintures sur 10 ans, c'est quand même à signaler, il y a peu de boxeurs qui l'ont fait. Les combats qu'il a perdus ou qu'on estime qu'il a perdus restent des combats très serrés et de très haut niveau. Ce serait de la mauvaise foi de dire que les combats où Golovkin est passé un peu à côté étaient des mauvais combats. La seule défaite qu'il a est combat de l'année. Les moins, il a connu ses plus gros adversaires en fin de carrière. Donc c'est vrai que c'est un peu compliqué du coup de le jauger. Y est-il pour quelque chose ? Je ne pense pas. Et il n'a jamais été boxeur de l'année. Ça fait aussi partie pour moi des points négatifs pour un Golovkin. Il n'a jamais réussi à s'imposer comme le boxeur de l'année. On passe maintenant à Terence Crawford. Le commentaire qui me dit « Je trouve que tu as oublié Gennady Golovkin ». Il revenait sur Gennady, qui a été impérial jusqu'à la perte de ses titres et qui a tout de même réussi à décrocher l'IBO et l'IBF. Mais pour moi, le boxeur de la décennie est Terence Crawford, champion dans 3 catégories de poids, léger, super léger, welter, et qui a tout conquis chez les super légers, une des 3 seules personnes à avoir eu tous les titres d'une même catégorie. Je sais que tu l'apprécies en plus. Et oui, Terence Crawford, c'est l'un des grands oubliés de la décennie. 26 combats, 26 victoires, 20 par KO.
En 2014, il affronte Ricky Burns et devient champion WBO des légers. Il enchaîne avec Yuriorkis Gamboa, la même année, et c'est le combat qui le révélera aux yeux du grand public. 2015, il prend Thomas Dulorme et devient champion WBO dans une seconde catégorie, les super légers. 2016, il prend Victor Postol et unifie ceinture WBO et WBC. 2017, Julius Indongo, et là c'est l'unification totale, WBA, IBF, WBO, WBC. 2018, il monte de catégorie, il affronte le champion WBO Jeff Horn et il devient champion du monde dans une troisième catégorie, les poids welter. Les plus et les moins de Terence Crawford. Champion dans 3 catégories de poids différentes, unification totale des titres, et il est dans le top 3 aujourd'hui, toutes catégories confondues. Franchement, c'est extraordinaire. Il mérite largement sa place dans ce top 10, et je pense que certains pourront le choisir comme top 1. Les moins, il stagne un peu chez les poids welter. C'est difficile de lui reprocher, mais on sent quand même que là, il a atteint un plafond de verre, et il serait peut-être temps de le faire péter. Voilà. Sincèrement, c'est les seuls mots que j'ai trouvés. Je sais, c'est léger. On passe à Vasyl Lomachenko. J'ai trouvé qu'un commentaire pour Lomachenko. C'est Alexis Villain qui dit « Lomachenko ». Voilà, c'est tout. Pas plus d'argumentation. Et pourtant, il y a de quoi dire avec Lomachenko. Il y a de quoi dire. Lomachenko, on va déjà commencer par son palmarès amateur, parce qu'il a commencé sa carrière pro dans cette décennie. 2011, il obtient son 2e titre de champion du monde amateur. 2012, il obtient son 2e titre de champion du monde olympique. Sa carrière amateur, c'est environ 400 combats, une seule défaite dans une finale de championnat du monde, justement. Donc c'est extraordinaire. Vraiment, c'est extraordinaire. Il va passer chez les pros, donc une année après l'or olympique, et il va enchaîner 15 combats, 14 victoires, 10 par KO, une défaite. Sa défaite, il va la connaître lors de son 2e combat professionnel, qui était pour un titre mondial, le titre WBO des poids plumes. Il va la connaître contre Orlando Salido. Lomachenko, qui est un grand boxeur amateur, va se confronter pour la première fois à un boxeur qui a un énorme palmarès de boxeur pro. Et c'est vrai que le pro, c'est ce qui va un peu enrayer la machine Lomachenko, c'est que il faut être roublard quand on est chez les pros. Et Salido, c'est le boxeur roublard. C'est un boxeur qui a du métier, qui a du vice. Et il va être confronté à ça, et il va connaître une défaite qui, il faut le reconnaître, est encore aujourd'hui très controversée. Ça se passe en 2014. La même année, il va retenter sa chance pour le titre WBO laissé vacant par Salido qui va monter de catégorie et arrêter la boxe assez rapidement derrière, contre Gary Russell Jr. Il va gagner le titre WBO. Il faut savoir que Gary Russell Jr., aujourd'hui, il est champion de WBC dans la catégorie des poids plumes, et la seule défaite qu'il a, c'est cette défaite contre Lomachenko. D'ailleurs, il boxe ce week-end. En 2016, Lomachenko, il monte chez les poids super plumes et il affronte Roman Martinez. Il va devenir champion WBO. 2016 encore, là il affronte Nicolas Walters. Il gagne par abandon de Walters. Et Walters, c'est un terrible puncher. Il avait foudroyé Nonito Donner. Nonito Donner qui a fait le combat de l'année dernière. Donc vous savez tous qui c'est. Et Nicolas Walters, il faut savoir qu'il l'a foudroyé. C'était en 2014. Et Lomachenko, il va faire plier Nicolas Walters. Pour moi, c'est un combat marquant. Je l'avais attendu, ce combat-là. 2017, encore un nom important. Il va prendre Guillermo Rigondeaux. Alors certes, Rigondeaux, il vient de catégorie inférieure. Alors c'est vrai, Rigondeaux, il vient de catégorie inférieure. Mais Rigondeaux, c'est un monument dans le monde de la boxe. Et là, on avait l'école cubaine qui s'opposait à l'école ukrainienne. Et c'est l'école ukrainienne qui va remporter cette opposition de style. C'est un combat de techniciens, et c'est Lomachenko qui va imposer son style, qui va imposer sa marque, sa patte. Et c'est encore une victoire par abandon, ce qui est très très symbolique. 2018, Lomachenko va affronter Jorge Linares. Cette fois-ci, ça se passe chez les légers, donc encore une catégorie au-dessus. Et il devient champion du monde
dans une troisième catégorie, champion du monde WBA. Pour la première fois, il va être mis au tapis, mais malgré ça, il va imposer sa boxe, comme il l'a toujours fait. 2018 encore, Lomachenko va prendre Pedraza pour unifier les ceintures WBA-WBO. 2019, unification avec le titre WBC qu'il va prendre à Luke Campbell. Alors, le titre était vacant, c'était pas Luke Campbell qui l'avait, mais donc il se retrouve avec 3 ceintures. Et on sait que Lomachenko aujourd'hui, il l'a déclaré, il veut l'unification totale contre Teofimo Lopez qui est champion IBF. Les plus et les moins. Plus le meilleur palmarès amateur qu'on ait jamais vu, boxeur de l'année 2017, champion dans 3 catégories, unification presque totale. C'est assez rare pour le souligner, je me répète. Et c'est aujourd'hui le boxeur le plus influent du monde. Dans la boxe, dans les salles, Lomachenko, il a laissé une patte. On regarde tous des vidéos de Lomachenko pour savoir comment il s'entraîne, comment il se déplace, comment il boxe. Tous ces combats sont attendus par les analystes pour voir qu'est-ce qui va encore nous sortir dans le combat. Dans les moins, j'en ai pas trouvé. Sincèrement, j'en ai pas trouvé. Et si vous en avez, dites-le moi. On pourrait dire son punch, mais ça fait pas partie des moins, ça rentre pas dans les critères. Franchement, c'est un combat très très impressionnant. Ensuite, on va passer à Anthony Joshua. Oui, Anthony Joshua, c'est pas une blague. J'ai un commentaire qui m'a été donné et qui est très intéressant. Donc, je suis allé faire des recherches sur Joshua. Donc le commentaire me dit « Je ne comprends pas pour Floyd Mayweather. Ok, c'est peut-être celui qui gagne le plus d'argent et qui est le plus suivi. Mais son apport pour la boxe n'a pas eu de véritable impact sur la décennie 2010-2019. » Alors, attention, je pense que tu vas être critiqué pour cette première partie de commentaire, mais si je t'ai choisi, c'est pour la deuxième partie, parce que là, c'est très intéressant. Tu me dis, dans les 5 boxeurs, je ne sais pas si je mettrais numéro 1, mais Anthony Joshua a clairement sa place. Médaillé d'or en 2012 à Londres. KO sur KO, il a mis un terme définitif au monstre que fut Vladimir Klitschko et réunifié les ceintures heavyweight, poids lourd donc. Au-delà de ça, il a surtout permis de redonner un visage et un souffle à la catégorie poids lourd qui a toujours été suivie par les fans de boxe et plus encore par les personnes qui ne regardent que de temps en temps la boxe. Cette catégorie s'était endormie pendant le règne de Klitschko et grâce à Joshua, en partie pas seulement, a pu être clairement redynamisée. Je n'oublie pas les plus-values qu'apportent Wilder et Fury à la boxe poids lourd, mais de par le fait qu'un Joshua a un impact médiatique bien plus fort que ces deux-là. Et il est celui qui a le plus apporté à cette division, sans oublier son talent de boxeur, qui est indéniable et que personne ne peut contester. Alors, Joshua c'est quoi sur cette décennie ? Alors, 2012, champion olympique. Il va faire 24 combats, 23 victoires, 21 par KO, une seule défaite. 2015, il devient champion d'Angleterre en battant Dylan White par KO. Ensuite, en 2016, il devient champion IBF en battant Charles Martin par KO. En 2017, il unifie les titres WBA et IBF en battant Vladimir Klitschko par KO. En 2018, c'est la première fois qu'il n'arrive pas à mettre son adversaire KO, il affronte Joseph Parker, champion WBO, il remporte ce combat-là au point et donc unifie les 3 ceintures. 2019, il va connaître sa première défaite contre Andy Ruiz Jr. Mais la même année, il va récupérer ses titres en battant Andy Ruiz Jr. au point. Et donc il redevient champion du monde des lourds. Les plus, unification presque totale des titres, il fait un combat de l'année en 2017 contre Klitschko. Je mettrai aussi sa popularité. Et oui, parce que, comme il l'a bien signalé dans le commentaire, bon, qu'on soit d'accord ou pas, après c'est des valeurs personnelles. J'ai critiqué le côté d'influenceur qu'avait un Joshua et un peu manipulateur, parce que influenceur aujourd'hui c'est plus devenu, ça veut dire en fait manipulateur, c'est manipuler son monde. Le vrai terme d'influenceur, si on en cherche la définition, et Joshua l'est un petit peu, mais je dirais plus aujourd'hui c'est Lomachenko. Si on prend la vraie définition du mot influencer, c'est-à-dire qu'il a et influence positive. Mais côté un peu manipulation, c'est ce que j'ai critiqué avec Joshua dans ma vidéo. Je vous invite à la voir si vous ne l'avez pas vu. Mais sa popularité, c'est encore autre chose. Il y a ce côté médiatique, comme tu l'as bien dit dans ton commentaire. Mais cette popularité, elle vient du fait que, c'est un boxeur brillant quand même, qui a une belle carrière, il a des titres de champion du monde, il est intéressant, c'est tout, c'est un boxeur qu'on a envie de suivre, c'est un boxeur qu'on a envie de voir boxer, c'est tout. C'est un mec qui est souriant, c'est un mec qui est photogénique, tout ça, ça compte les gars, tout ça, ça compte. Et ça fait de lui un mec populaire qui attire les foules,
qui remplit les stades en Angleterre. Il fait aussi partie de ce nouvel essor de la boxe en Angleterre, même si la boxe en Angleterre a toujours été très haut, mais quand même, Joshua, c'est la star anglaise. Et je finirai par le fait qu'il a su revenir après sa défaite. Donc voilà, sa popularité pour moi, c'est quand même un des éléments marquants, parce qu'on a parlé pour Floyd Mayweather de l'argent, qui est pour moi l'un des trucs que j'ai mis dans les plus, en toute objectivité, et bien la popularité pour moi, ça fait partie des plus pour un Joshua. Et dernier point, il a su revenir après sa défaite. Et oui, c'est très important, comme je l'ai souligné avec un Manny Pacquiao, qui est toujours su redevenir champion, et ben c'était important pour lui, même si j'ai pu revenir plus dans le détail et dire que il l'a pris au bon moment, tout ça, mais ça fait partie de l'art de la guerre, les gars. En tout cas, le gars est redevenu champion en affrontant le gars qui lui avait pris ses ceintures, et de la pire des manières, parce qu'il l'avait tabassé sur le ring. Et les moins, il y a un moins quand même qui est important pour moi, c'est que, alors je vais vous le dire comme je l'ai écrit, au premier grain de sable, dans sa carrière, il est tombé. J'entends par là que Joshua, comme j'ai pu le citer, en retraçant la décennie, c'est que c'était le train Joshua sur des rails, les rails qui le conduisaient au succès, pour être le champion du monde unifié. Et le premier grain de sable qu'on a connu, c'était Andy Ruiz. C'était Andy Ruiz parce que c'était pas un adversaire vraiment choisi. Il est arrivé comme ça, il est un peu sorti du chapeau, il est un peu sorti de nulle part, parce que il devait affronter Big Ben Miller. C'était la première fois que Joshua allait aux États-Unis. Passage obligé si tu veux être champion du monde reconnu de tous chez les poids lourds, parce que terre de boxeurs, les États-Unis, il fallait passer par là-bas. Ça se passait à New York en plus, ville de boxe. Et premier petit couac, Joshua sort un petit peu de son côté sécure, de ses habitudes, et il se prend une baffe contre Andy Ruiz, et sacrée baffe, hein. Je pense que Joshua et tous ses fans, tout le fan club, ils sont tombés de haut. Donc, c'est important à le signaler dans les moins. Et je rajouterais dans les moins, il n'a toujours pas boxé Wilder et Fury. Parce que oui, comme tu le dis, il y a aussi Wilder et Fury qui sont les deux gros noms actuels. Fury, on l'a bien dit, qui c'est qui a pris les titres à Klitschko? C'est Fury. Et Wilder, champion de l'UBC. Donc il manque cette ceinture à Joshua. Aujourd'hui, savoir qui est le meilleur poids lourd de notre génération, ça va se décider entre ces trois-là. Wilder et Fury se sont affrontés une fois. Fury a pris l'ancien champion Klitschko et lui a pris ses titres. Donc aujourd'hui, petit avantage à Fury, j'ai envie de dire. Sur le papier, petit avantage à Fury. C'est lui qui a fait les deux plus grosses oppositions. Mais il faut que ces trois-là s'affrontent. Il faut qu'on ait un petit tournoi DBZ entre les trois, tu vois. Il nous faut un truc. Il faut savoir qui de Cell, de Broly ou de Boubou va sortir vainqueur. Voilà. On va finir avec un dernier boxeur, Roman Gonzalez. Et je pense que peu d'entre vous le connaissent. Et c'est dommage. Alors, la couille qui nous a dit Roman Gonzalez et Manny. Y a pas photo, Klitschko et Ward, boxeurs chiants comme pas permis. Alvarez et les combats à la close, Mayweather l'opportuniste, prend Mosley cramé, Ortiz, Maidana, Berto de bon challenger, mais rien d'extraordinaire. Un Alvarez étrangement absent, là où il a fait fort, c'est de vendre des deux exhibitions pour des combats, en plus les plus chers de l'histoire de la boxe, Pacman et Gregor. Le plus médiatisé ne sont pas forcément ceux qui ont le plus de panache. Alors, il a quasiment pas parlé de Roman Gonzalez, il a juste cité son nom. Je suis assez d'accord avec ce qu'il dit dans le reste de son commentaire. Voilà, je reviendrai pas plus en détail dessus parce que je vous ai donné aujourd'hui surtout des chiffres et surtout des éléments concrets et factuels sur lesquels vous appuyez. Après, c'est de l'ordre du ressenti, mais je suis assez d'accord avec lui. Par contre, Né Brisé, il a rajouté un commentaire où il revient sur Roman Gonzalez, alias l'un des boxeurs les plus sous-estimés du XXIe siècle, a réalisé une décennie titanesque et très prolifique. Malgré ses deux défaites face à Srikasset Sor Rungvisai, Wangek quoi, on va le dire comme ça, qui ternissait son tableau, c'est colossal. Il devient le premier boxeur de l'histoire à détenir 4 championnats du monde dans les 4 catégories les plus légères, paille, mi-mouche, mouche et super mouche. Il a un pourcentage de KO impressionnant. Pour ces poids-là, 20 KO, 24 victoires entre 2010 et 2019. 46 victoires consécutives en carrière, numéro 1 pound for pound 2015-2017, toutes catégories confondues, bref, une décennie hors norme pour Chocolatito qui a largement sa place dans le classement des meilleurs boxeurs de la décennie. Les catégories les plus légères ont offert de grands champions malgré le manque d'intérêt qu'elles suscitent.
Gonzalez, Estrada, Rungvisai, Niete, Lopez, Narvaez, Monsri, Wonjonkam. Bon, je t'avoue que je les connais pas tous de ce que tu as dit. Mais voilà, c'est vrai que c'était une des très belles catégories où on a eu des très très beaux combattants. Alors on va revenir sur son palmarès à lui sur cette décennie. C'est 26 combats, 24 victoires, 20 par KO, 2 défaites. Je tiens à dire que 20 par KO, c'est énorme pour les petites catégories. Gonzalez en 2010, il est champion du monde WBA des pailles, donc il défend son titre contre Ivan Meneses. Il va prendre un titre dans une seconde catégorie, les mimouches, contre Francisco Rosa, donc il devient champion WBA. En 2012, je tiens à signaler qu'il affronte Juan Francisco Estrada. Il va gagner ce combat-là. Et il faut savoir que Estrada, aujourd'hui, il est dans le top 10, toutes catégories confondues. Donc c'est pas rien. 2014, il va devenir champion WBC dans une troisième catégorie, les mouches. En 2016, il affronte Carlos Quadras et devient champion du monde WBC dans une quatrième catégorie, les super mouches. 2017, c'est la catastrophe, fin du règne de Gonzalez, car il va tomber sur Wangek, et il va perdre 2 fois cette année-là. Donc premier combat, il perd au point, deuxième combat, il perd par KO, terrible KO. Vraiment, c'est un combat que je vous invite à voir complet, enfin je vous invite à voir les 2 combats. Et je tiens à rajouter que le 29 février, donc de ce mois, il va tenter de redevenir champion du monde WBA. Les plus et les moins. Donc les plus, champion dans 4 catégories de poids différentes, donc finalement comme Canelo, dans le top 5 toutes catégories confondues pendant plusieurs années, donc toute la première partie de la décennie en fait. Et il a un ratio de KO très impressionnant. Franchement, mec, c'est énormissime. Les moins, il n'a fait aucune unification de titre. Et puis, il est tombé sur sa bête noire, contrairement à Joshua, qui lui a su revenir, suite à avoir connu la défaite par KO, il a réajusté sa boxe, il est revenu sur le ring avec une tactique. Lui, peut-être qu'il avait une tactique, mais il s'est pris pire que pour le premier combat, quoi. C'est vraiment un KO terrible. Donc voilà, non, voilà, rien à ajouter, c'est bon... Les moins sont quand même assez lourds pour pour Gonzalez, pardon. Mais c'est vrai que c'est un boxeur qui a marqué la décennie et qui devait être dans ce top 10. Je tiens à rajouter juste 2 petits commentaires avant de vous donner la conclusion à cette vidéo. Ces 2 commentaires qui m'ont fait énormément rire, surtout de les voir l'un après l'autre. C'est sur Floyd Mayweather. Donc le premier nous dit « Mayweather, 50 victoires, 2 défaites, multimillionnaire, et toi ?» Et le deuxième, c'est Floyd Mayweather, un escroc. Voilà, je trouvais ça assez drôle de finir avec ces 2 commentaires parce que on a vraiment les 2 extrêmes, les 2 émotions extrêmes que peuvent susciter Floyd Mayweather. Et c'est pour ça que je dois absolument faire un j'aime pas sur Floyd Mayweather. Parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Bon, maintenant je vais vous donner mon boxeur que j'estime être le boxeur de la décennie. C'est difficile parce que je voulais finir par vous donner un top 5, et j'y arrive même pas. Ça fait plusieurs jours que je travaille sur cette vidéo, et très sincèrement, à chaque fois je me disais, putain mais lui quand même, beau palmarès, c'est vrai qu'il a fait ça pendant 10 ans. Donc je pourrais même pas dire un top 5, tellement pour moi ils sont au coude à coude. Mais il y en a un qui à mon avis sort du lot. Il y en a un qui a un profil unique, et peut-être qu'on ne reverra jamais dans la boxe. Ce qu'il a réalisé en 10 ans, je pense que ça se refera jamais. Alors peut-être qu'on aura d'autres exploits. Par exemple, un combattant qui va être champion dans plusieurs disciplines et qui sera du coup combattant de la décennie. Peut-être un YouTuber qui va avoir une grande carrière de boxeur. On ne sait pas. Je dis ça un peu en rigolant, mais les ères vont changer. Mais il y a un boxeur qui a marqué notre ère, qui est aujourd'hui pour moi le boxeur qui a le plus d'impact dans le monde de la boxe, et c'est Lomachenko. Est-ce qu'un jour, quelqu'un pourra refaire un palmarès amateur aussi impressionnant? C'est rare, en général les palmarès amateurs sont assez courts et on passe rapidement une carrière professionnelle. C'est pas son cas. Ce qu'il a fait, c'est extraordinaire. Et en seulement 10 ans, réussir une ascension aussi extraordinaire chez les professionnels, c'est du jamais vu. Ce profil est incomparable. Donc, champion dans plusieurs catégories, unification des titres, un style qui a marqué les époques. Et ça, pour moi, c'est peut-être le critère le plus intéressant. Parce que, tu vois, il y a des boxeurs qui, par leur style,
marque une génération. Moi, je me souviens, quand on allait à la salle, c'était le style Floyd Mayweather. Moi, je pensais à Floyd Mayweather quand je me déplaçais. Quand tu vois un combat de Tyson, quand tu vois un combat de Ali, même si tu ne pouvais voir que des silhouettes de ces boxeurs, tu reconnaîtrais Tyson, tu reconnaîtrais Ali, tu reconnaîtrais Lomachenko. C'est un style, c'est une école de la boxe. Si on est un peu amoureux de la boxe, on va chercher les entraînements de Lomachenko, on va chercher les combats de Lomachenko et on attend le prochain combat de Lomachenko en se demandant ce qu'il va nous faire. Les analystes, les passionnés regardent ça en se disant putain, alors il va nous faire quoi aujourd'hui? Tu vois? Et c'est pour ça que, à mon humble avis, et franchement, si tu me dis un autre boxeur de cette liste, je pourrais l'entendre. Je pourrais l'entendre. Mais Loma, je pense qu'il a le truc qui fait qu'il est sorti du lot. Tu vois, Terence Crawford, je trouve qu'il a un super palmarès sur ses 10 ans. Mais n'est-il pas finalement qu'un boxeur commun, dans le sens où il n'a pas ce truc qu'a Lomachenko de sublimer l'art de la boxe. Tu vois? Et pourtant, Terence Crawford, palmarès exceptionnel. Franchement, quand j'ai fini la vidéo, je me dis, ouais, lui, il est dans mon top 5, c'est sûr, c'est sûr. Ben, je mets qui devant lui, je mets qui après, tu vois? Mais, tu vois, quand je dis commun, j'espère que vous comprenez comment je l'entends. Sens que, ouais, il n'a pas ce panache qu'a Lomachenko. Voilà, je vais finir sur ça. Je vous invite à partager cette vidéo si elle vous a plu. Je t'invite aussi à aller sur mon lien Utip. Tu regardes quelques pubs pendant que tu mates une série sur Netflix, par exemple. Ça te coûte rien. Ou tu peux me faire un petit don sur PayPal. Bref, je vous dis à très très bientôt du coup. Fighting! Je vais te dire un truc que tu sais déjà. Le soleil, les arcs-en-ciel, c'est pas le monde. Il y a de vraies tempêtes, de lourdes épreuves, aussi grand et fort que tu sois, la vie te mettra à genoux et te laissera comme ça en permanence si tu la laisses faire. Toi, moi, n'importe qui. Personne ne frappe aussi fort que la vie. C'est pas d'être un bon cogneur qui compte. L'important, c'est de se faire cogner et d'aller quand même de l'avant. C'est de pouvoir encaisser sans jamais, jamais flancher. C'est comme ça qu'on gagne.